l'aube d'un nouveau jour, dans l'ultime chaos qui précède le réveil, les rêves s'entrechoquent et rappellent à la mémoire les moments marquants, fantasmés et brouillés d'une vie terrestre passée. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Me voilà au Cambodge, naviguant sur les eaux du Mékong, fleuve mythique évoquant à lui seul un voyage en Asie. Comme un tapis volant descendant les flancs de l'Himalaya, serpentant à travers la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, le fleuve Mékong est un véhicule imaginaire que rêvent d'emprunter les aventuriers du monde entier en visite de ce côté du globe. Dans cette région unique au centre-nord du pays, le fleuve prend de l'ampleur en écartant ses rivages. Au milieu de son parcours, et sur quelques kilomètres, se forme alors une sorte de delta, laissant apparaître à la faveur des eaux basses de la saison sèche de nombreuses îles peuplées de minuscules villages. Mon père est mort en 1977, durant le régime des Khmers rouges. J'étais encore petit et il n'a pas eu le temps de m'apprendre à pêcher. Je ne suis devenu pêcheur que bien longtemps après. C'est mon oncle qui m'a appris. Au début, la pêche n'était pas un travail pénible, car il y avait beaucoup de poissons dans le Mékong. Mais maintenant, il y a de plus en plus de braconnage, des personnes qui pêchent à l'électricité et aux explosifs. Nous, avec nos filets et nos lignes traditionnelles, on ne fait pas le poids. On ne peut rien faire pour les en empêcher. Les petits pêcheurs comme nous, on n'a pas la force de les repousser. On n'est pas des policiers. Si on cherche à les intimider, on se met en danger. Certains se sont déjà fait agresser par ces gens-là. Au moins, on leur demande de ne pas détruire nos barques.
Sur le fleuve, on est libre. On pêche où on veut. C'est à chacun de choisir son emplacement. Et puis, s'il n'y a plus de poissons, alors on déplace les filets ailleurs. Chaque pêcheur est indépendant. On travaille seul ou en famille, sur son propre bateau. Je laisse le pêcheur poursuivre la relève de ses filets et je rejoins la maison familiale pour accompagner son fils sur le chemin de l'école. Les longs mois de la saison sèche ont transformé la terre des champs en une croûte dure, cassante et poussiéreuse. Dans quelques semaines, les pluies devraient arriver en abondance, marquant le retour des paysans dans les rizières. Cette petite école, enclavée au milieu des champs et vers laquelle ne pointe aucune route ni chemin tracé, était attendue depuis des années par tous les habitants de l'île. J'ai envie que les enfants de cette île soient éduqués comme les enfants des autres villages. Quand j'étais petite, je n'avais pas d'école et je prenais des cours sous une pagode. Alors mon rêve, quand j'ai terminé mes études, c'était de revenir dans mon village et d'apporter la connaissance aux enfants pour qu'ils puissent évoluer. Ça a quand même beaucoup changé depuis l'époque de mon enfance, où on faisait l'école à l'ombre des pagodes ou sous les cocotiers. J'aurais été très contente d'avoir une école comme celle-ci. Petite, je n'avais pas d'école sur l'île. Et comme il n'y avait pas de moteur, comme aujourd'hui, j'étais obligée d'aller à la rame sur l'île d'à côté. Maintenant, ils ont construit cette école et les enfants peuvent venir à pied. Cette école se trouve ici, en plein milieu des champs, car elle est née de la volonté des villageois de l'île. Ils se sont regroupés et ils ont tous donné une partie de leur terrain. C'est ce qui a permis de construire cette école. Au début, c'était impossible de donner des cours ici. Dès qu'il pleuvait, il y avait plein de boue partout. Il y avait des fuites de tous les côtés. J'étais même obligée de quitter l'école pour faire cours dans les maisons du village. Mais cette année, le gouvernement nous a aidés en faisant un sol en béton. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus concentrés à l'école. Quand j'avais leur âge, je savais déjà lire. Alors qu'aujourd'hui, dans ma classe, il y en a à peine un ou deux à avoir un niveau de lecture satisfaisant.
Pourtant, le khmer n'est pas une langue difficile à apprendre. Ça arrive souvent qu'ils arrivent en classe sans avoir fait leurs devoirs. Mais on ne peut pas vraiment les blâmer. Quand je leur demande pourquoi ils n'ont pas fait leurs devoirs, l'argument qui revient le plus souvent, c'est qu'ils ont dû aider leurs parents à la maison pour les tâches quotidiennes. Pour les accompagner à la pêche, par exemple. C'est très courant ici. Ce que j'ai surtout envie de transmettre aux enfants du village, c'est toutes les choses que j'ai apprises ailleurs. Je veux leur transmettre la connaissance et leur donner la possibilité d'évoluer. Leur permettre d'avoir un métier plus tard, comme le mien. Je pense que plus les enfants seront éduqués, et moins ils se feront escroquer dans la vie. Ma femme vient du même village que moi. Je l'ai rencontrée grâce à ma mère. C'est elle qui a arrangé le mariage. Elle a pensé que ce mariage serait bon pour nous car nous étions tous deux orphelins de père. Elle s'est dit que nos conditions de vie étaient les mêmes et qu'on allait bien s'entraider. Toute la famille est originaire de cette île. Mes parents et moi sommes nés ici. J'ai grandi dans ce village et je m'y suis même mariée. On vit tous très proches les uns des autres depuis des générations. Mais mes parents n'étaient pas pêcheurs. Ils étaient agriculteurs. J'ai 8 enfants, dont 4 sont déjà mariés. Mais avec 8 enfants, j'ai une famille moyenne en fait. Et il y en a d'autres qui en ont 12. Moi, je m'occupe de la maison et des enfants qui sont encore petits. Les grands vont travailler avec leur père. Je prépare le repas et j'attends que tout le monde rentre. Je ne veux pas m'occuper du mariage de mes enfants. Je veux que ce soit eux qui choisissent leur conjoint. Du moment qu'ils s'entendent bien et qu'ils respectent les lois, les coutumes et les traditions, moi, ça me va. Pour l'instant, on ne vit qu'avec la pêche, parce qu'on ne peut pas travailler la terre. On doit attendre qu'arrivent les premières pluies pour retourner dans les champs. L'agriculture nous donne le riz, la nourriture de base. La pêche, elle, nous permet de gagner un peu d'argent pour acheter quelques ingrédients comme le sel ou le glutamate, ou pour se soigner aussi quand quelqu'un tombe malade.
J'aime m'occuper de la maison et préparer les repas, aller à la rizière avec mon mari et les enfants. Mais par contre, je vais jamais à la pêche. J'aime pas trop ça. Nous vivons dans une maison traditionnelle. Je l'ai construite de mes mains avec des matériaux de la nature comme la paille ou le bambou. C'est pour abriter ma famille. Pour la construire, j'ai demandé de l'aide à mes voisins et à des amis. Ils sont tous venus me donner un coup de main. Et en contrepartie, on leur a offert à manger et à boire toute la journée. Je voudrais une nouvelle maison en bois, toute simple et plus haute. J'aurais bien aimé une maison en béton, mais bon, il nous manque l'argent. C'est toujours l'argent qui nous manque. On n'arrive pas à économiser suffisamment parce qu'on doit le dépenser en permanence pour acheter à manger, payer les soins médicaux ou pour les études des enfants. On n'arrive pas à mettre assez d'argent de côté pour construire une grande maison comme les autres. Cet endroit est sacré. Il a été choisi par les villageois à cause de ce grand arbre. Personne ne connaît vraiment son âge. Mais les anciens ont toujours connu cet arbre. Ils disent qu'il a résisté à de nombreux incendies. Toute la forêt aux alentours avait brûlé. Il ne restait plus rien, sauf lui. Les gens ont pensé que c'était parce qu'il abritait un génie. Alors, ils ont décidé de construire un autel au pied de l'arbre. Et depuis, les villageois se réunissent régulièrement pour lui rendre hommage. C'est un rituel adressé aux esprits.
Nos ancêtres faisaient ce genre de cérémonie avant d'entreprendre un voyage ou pour les aider à réaliser un projet. Ce sont des croyances très anciennes et elles existent encore aujourd'hui. Ces pierres ont été trouvées au pied de l'arbre. Les villageois les ont consacrées et elles sont devenues la représentation du génie. Depuis ce jour, on vénère ces pierres. Les Cambodgiens ont deux religions. Ils pratiquent le bouddhisme et ils sont aussi animistes. Quand un enfant tombe malade et qu'on n'arrive pas à le guérir avec la médecine traditionnelle, les gens se réunissent et ils prient les génies. Et parfois ça marche. Alors on est conforté dans nos croyances et on se met à penser que seuls les génies sont vraiment efficaces. Il n'y a que 2 ou 3 groupes de musiciens comme nous dans les environs. Alors on se déplace au gré des demandes. Quand les autres groupes ne sont pas disponibles, on fait appel à nous et on va d'île en île pour jouer dans les différents villages. Au Cambodge, comme dans beaucoup de pays où le culte animiste est vivace, les esprits accompagnent le quotidien des gens depuis des millénaires. Qu'ils soient bons ou mauvais, les génies sont respectés et craints. D'autant plus qu'ils sont présents partout. Dans la nature, mais aussi les champs cultivés ou les terrains entourant les habitations. Elles-mêmes protégées par d'autres génies. En somme, il existe un esprit pour tout ce qui nécessite une forme de respect, de bienveillance ou de protection, afin de favoriser la prospérité et la santé dans les familles. À chaque fois que je suis face à une situation de changement, au moment où certaines pratiques, certains métiers disparaissent et sont remplacés par d'autres plus modernes, plus rentables, je m'oblige à prendre de la distance et j'essaye de comprendre ce que l'on gagne finalement à ce changement.
Bientôt, ce petit atelier de confection de barques n'existera plus, car les coques en plastique ou en fibre de verre commencent à arriver, remplaçant inéluctablement les embarcations faites de planches. Alors, un savoir-faire se perdra. Le propriétaire de ce petit chantier familial devra investir dans de nouvelles machines qu'il ne pourra peut-être plus réparer lui-même. Il sera dépendant d'une matière première en provenance de l'étranger, à des centaines de kilomètres de là, alors qu'il avait sous la main tout le bois nécessaire que lui fournit une nature généreuse et des commerçants qui sont aussi ses voisins. Contraints ou assumés, ces changements dessinent un destin prévisible que les sociétés modernes connaissent pour en subir aujourd'hui les conséquences néfastes, qu'elles soient sociales, écologiques, mais aussi culturelles. On a envie de leur dire de se méfier des solutions clés en main venues d'ailleurs, censées leur simplifier la vie. On se console en pensant que les habitants de ces régions encore préservées trouveront dans les inévitables changements à venir une voie singulière et adaptée à leurs besoins. Quand l'ordre des choses semble vouloir s'éloigner du bon sens, cela m'interroge toujours. Pour l'heure, ces 3 pêcheurs viennent récupérer leur embarcation, car ce soir, ils seront de sortie sur le fleuve.
maintenant temps pour moi de quitter le Mékong et ses pêcheurs aux embarcations pétaradantes. Le bruit, en s'éloignant, laisse le fleuve dans un calme vaporeux. Je retrouve alors l'activité douce de ces rives peuplées, se laissant observer au fil de l'eau, dans la torpeur des derniers jours sans pluie. Car dans peu de temps, tout va changer. La saison humide va commencer, amenant avec elle un bouleversement total. Le fleuve va grossir et progressivement monter de plus de 5 mètres, plongeant ces paysages paisibles sous des eaux tumultueuses durant des mois. La nature la plus vigoureuse fera fi du courant et continuera tant bien que mal à pousser, révélant à la faveur de la prochaine décrue un panorama toujours plus fantastique. Avant de m'aventurer dans les montagnes de l'est du pays, à la frontière avec le Vietnam, j'ai une rencontre spirituelle à faire. En tant que religion d'État, le bouddhisme est présent dans tout le Cambodge. Les pagodes sont des lieux de prière, de méditation et aussi des lieux de vie pour la communauté des moines qui les habitent. Fréquentées toute l'année par la population lors de cérémonies, les pagodes sont également financées, entretenues et restaurées par les habitants eux-mêmes. Pour ma part, j'ai la chance d'être accueilli dans des espaces normalement réservés aux seuls usages des moines. Lorsque j'étais petit, je me souviens que j'aimais beaucoup écouter les moines réciter les prières. Ça m'avait comme enchanté et ça m'a donné envie de devenir moine à mon tour. Je l'ai fait aussi par reconnaissance envers mes parents et pour aider les gens à faire de bonnes actions. Je ne sais pas combien de temps je vais rester moine. Je verrai en fonction de mes envies. Pour l'heure, ça fait 5 ans que je vis dans la pagode. J'avoue que c'est difficile pour moi d'apprendre toutes ces leçons. Et la langue pali, entre autres, qui est très compliquée. Et vous savez, j'ai du mal à tout retenir, parce qu'il faut tout apprendre par cœur. Pour les garçons de mon âge, c'est le moment de se marier. Mais pour moi, l'heure n'est pas encore venue. Je veux encore passer beaucoup de temps à la pagode pour me cultiver et pour aider les gens à développer leur bouddhisme.
plus des matières traditionnelles, les moines reçoivent, quel que soit leur âge, une éducation religieuse qui passe par l'apprentissage de la langue pali, dans laquelle les textes fondateurs du bouddhisme Theravada sont écrits et les prières récitées. Entre les obligations religieuses, les tâches quotidiennes à accomplir, les études tout au long de leur vie monastique et les missions qu'ils doivent remplir à la demande des habitants, les moines ont des journées d'une densité insoupçonnée. Je quitte la région traversée par le Mékong et m'enfonce dans les territoires des ethnies Phnong. Autrefois sans route réellement praticable, cette région située à l'extrême est du pays demandait plusieurs jours de voyage pour l'atteindre, ce qui a favorisé la préservation de la culture et les traditions des populations locales. En arrivant, je découvre avec émerveillement le calme, la simplicité et la douceur de vivre de ce village Phnong. J'en ai vu des choses. J'ai grandi et je suis né dans ce village il y a 80 ans. Avant, les villages et les populations se déplaçaient de colline en colline. La coutume voulait qu'à la mort des patriarches, le village se déplace sur des terres vierges pour s'implanter à nouveau. C'étaient des petits villages de seulement 2 ou 3 familles. Moi, j'habite ici depuis 20 ans et je ne vais plus bouger. De toute façon, les villages ne bougent plus comme avant. Chez les Phnong, il n'y a pas d'écriture. Tout se transmet oralement, comme les techniques pour construire nos maisons traditionnelles en chaume, qui se transmettent de génération en génération, même si maintenant, les gens construisent de plus en plus de maisons en bois. Mes parents m'ont tout appris, construire les maisons, savoir travailler le bambou, cultiver la terre. Tout ce que je sais de la vie me vient des anciens. Ma génération et celle de mes enfants savent encore pas mal de choses. Mais la nouvelle génération, les plus petits, ne maîtrisent plus les anciennes techniques. J'ai bien essayé d'apprendre aux petits comment faire des paniers, mais ça ne les intéresse pas. Ils me disent, si tu veux, je veux bien aller à l'école, mais par contre, ça ne m'intéresse pas.
confort apporté par la récente grande route désenclave lentement la région et dynamise les échanges avec le reste du pays. Une aubaine pour ces populations modestes qui voient dans l'arrivée du tourisme une possibilité de diversifier les activités jusqu'à maintenant exclusivement tournées vers la culture de la noix de cajou. Une parcelle de terre fertile, des arbres plantés par un arrière-grand-père et une nature qui ne trahit jamais ses engagements. Ce paysan peut faire confiance à ses rangées d'anacardiers pour lui délivrer la quantité attendue de noix de cajou. Le Cambodge est le plus gros producteur de noix de cajou d'Asie du Sud-Est. Mais il ne tire pas tout le profit qu'il devrait de ce fruit. Car la production, à peine récoltée, part au Vietnam, pour y subir un traitement complexe et une torréfaction le faisant passer d'aliment toxique quand il est mûr à la délicieuse amande que tout le monde connaît. En voyant les enfants se brûler les doigts dans l'empressement de goûter le fruit grillé, il me revient le souvenir des châtaignes, à peine retirées du feu, que l'on déguste avec avidité et la même envie de partage, mais sous d'autres latitudes. La lenteur et la précision de ses déplacements, le respect qu'il impose par sa seule présence, l'expression de son regard quand il croise celui d'un humain. Tout chez cet animal me fascine et m'immobilise, dans une contemplation qui me fait oublier que je suis ici, si proche de lui.
Quand mon père est devenu trop vieux pour continuer à s'occuper de l'éléphant, c'est moi qui ai pris la relève. J'avais 12 ans. Mon fils, qui est juste derrière moi, lui, il a commencé à 15 ans. La vie aurait été beaucoup plus difficile sans l'éléphant, car on n'avait que deux moyens de gagner notre vie, en utilisant la force de l'animal ou bien la nôtre. Aujourd'hui, on n'utilise plus l'éléphant pour le travail de force. Dans les champs, ce sont les adultes qui travaillent. Les enfants, eux, après être rentrés de l'école, ils s'occupent de la maison et des animaux qu'on élève dans la cour. L'éléphant appartenait à mes parents. Ils l'avaient échangé contre des animaux, des buffles. Mais en réalité, ils n'étaient pas les seuls propriétaires de l'animal, car d'autres habitants du village avaient aussi participé à son acquisition en apportant des cochons, des poules ou du riz. Alors, les autres personnes du village pouvaient emprunter l'éléphant quand ils en avaient besoin pour transporter des marchandises. On leur prêtait pour 1 à 2 semaines, sans contrepartie, et parfois on le louait. Évidemment, maintenant c'est différent, car les gens ont des véhicules. Mais avant, c'était comme ça. Tout le monde pouvait louer un éléphant. On laisse l'éléphant aller librement en pleine forêt dans un endroit où il y a beaucoup de bambous. Car un éléphant, c'est pas comme un buffle. Ça mange tout le temps, presque 24 heures sur 24. Il dort une demi-heure ou 1 heure et puis il se remet à manger. On ne l'attache à un arbre que lorsqu'il est trop proche des cultures. Sinon, il ravage tout. Nous avons beaucoup de croyances autour de l'éléphant. Par exemple, si une femme enceinte accouche en dehors de la maison familiale, c'est un mauvais présage. Et l'éléphant peut tomber malade. Nos ancêtres ne laissaient jamais un éléphant apprivoisé avoir un petit, parce que c'était un mauvais présage pour la famille et pour le village tout entier. Si ça arrivait, il fallait conjurer le mauvais sort en faisant tellement d'offrandes et de sacrifices de buffles que ça revenait bien trop cher aux familles. Pour éviter cela, on s'arrangeait pour que les éléphants ne s'accouplent pas. L'année dernière, un cornac, un propriétaire d'éléphants, a laissé un mâle et une femelle ensemble, et ils se sont rapidement liés l'un à l'autre. Les éléphants sont entrés dans le village, ont détruit plusieurs maisons, et se sont attaqués aux cornacs qu'ils ont tués. Dans le village, plus personne n'arrivait à fermer l'œil. Un policier a fini par régler le problème en tuant le grand mâle. Cette femelle va avoir 60 ans cette année. Et c'est comme un membre de la famille maintenant. Je crois qu'elle nous aime beaucoup. Mais comme elle est, pour ainsi dire, tout le temps à se promener dans la forêt, on ne peut pas la surveiller, la protéger et en prendre soin comme on aimerait le faire, et comme c'est le cas avec d'autres animaux.
Quand j'étais gamin, à l'époque du roi Norodom Sihanouk, je me souviens qu'on allait avec les anciens pour attraper des jeunes éléphants dans la forêt. On se mettait à 2 ou 3 par éléphant. Avant, on ne tuait pas les éléphants. C'est seulement à partir du régime des Khmers rouges que des gens ont commencé à tuer les mâles pour récupérer leur ivoire. Avant, il y avait des éléphants partout, dans la forêt, comme dans les villages. Quand le dernier éléphant du village sera mort, ce sera terminé. L'armée interdit de les capturer et de toute façon, il n'y a plus personne qui sait comment faire pour les attraper. Ceux qui savent sont trop vieux maintenant. J'imagine le sentiment étrange qu'il éprouve en prononçant ces mots. Son peuple ne pouvant plus aller chercher d'éléphants dans la nature comme ils l'ont toujours fait, et une tradition rigoureuse ne facilitant pas la reproduction en captivité, c'est toute la lignée des Kornak et la culture qui l'accompagne qui prendront fin le jour de la mort du dernier éléphant domestique. Cette perspective donne une toute autre dimension à l'attention que porte cet homme à son animal. Voyager dans d'autres contrées est un choix et une démarche qu'a tout aventurier avide de rencontres. Puis, se rapprochant de la terre convoitée, la volonté qui présidait d'abord cède progressivement sa place à une sorte d'incertitude, de hasard et de chance. Car voyager, c'est le temps d'un instant se sentir fragile, vulnérable, en demande. Tout repose sur l'accueil et la générosité que nous témoignera notre hôte. De cet accueil dépendra la beauté de l'expérience qui peut changer toute une vie. J'ai vécu au Cambodge tout ce qu'un voyageur peut espérer. Je suis empli de gratitude. Et ce film ne témoigne que d'une infime partie de ce que les gens m'ont donné. Le monde n'attend pas, et je suis pressé d'aller à sa rencontre.